et c'est avec un grand plaisir que je le fais, Alain Finkielkraut, le philosophe et l'essayiste qui suit cette situation aussi depuis des années. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Je le disais, c'est avec un grand plaisir que, et je l'exprime personnellement, que je vous retrouve sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Vous donnez une interview très intéressante ce matin au Figaro. Et je voulais avec vous qu'on revienne sur certains points. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que vous dites il y a quelque chose qu'on réalise aujourd'hui qu'on ne réalisait peut-être pas il y a encore quelques jours. Vous le dites, c'est que pour vous, on a compris qu'Israël était en danger. Israël fait figure de puissance forte dans la région. Non, vous dites Israël, on le comprend avec ses attaques, est en danger. Oh, c'est plus grave que cela encore. Après la guerre, Vladimir Rabin a dit... après la Deuxième Guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, oui. Après ce qu'on appelle la Shoah, nous n'oublierons jamais, nous avons été la balayeur du monde, contre nous, chacun avait licence. Et Israël a été créé à cause de cela, si j'ose dire. Il fait un lieu où les Juifs retrouveraient leurs prérogatives de peuple. Et c'est dans ce lieu, dans cet état, qu'ont été perpétrés de véritables pogroms, d'une sauvagerie inouïe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Israël, qui devait permettre d'échapper au destin juif, perpétue le destin juif. C'est un événement d'une portée incalculable, je crois. Et c'est la première signification que je donne à ces attaques terroristes qui sont, encore une fois, des pogroms. Est-ce que pour vous, ces attaques s'inscrivent dans le conflit israélo-palestinien, en quelque sorte, la révolte des habitants de Gaza qui aboutit au Hamas au pouvoir, qui aboutit à ces attaques, et la révolte de Gaza face à la colonisation qui continue, côté israélien notamment, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans un autre cadre qui est le djihadisme ? C'est-à-dire que ce seraient les petits cousins de Ben Laden et du groupe État islamique. Le problème du Hamas, ça n'a jamais été la colonisation. Il faut bien le savoir. Pour le Hamas, Israël est tout entier un territoire occupé. L'idée de la paix contre les territoires ne fait aucun sens pour cette organisation. Sa charte est explicite. La Palestine s'étend de la Jordanie à l'est à la Méditerranée à l'ouest. Donc il faut reconquérir non seulement la Cisjordanie, je rappelle que Gaza n'est plus un territoire occupé, mais aussi Jérusalem, Beersheba, Haïfa, tout. Voilà. Tel Aviv. Et bien sûr Tel Aviv. Donc, pour le Hamas, l'État juif est une échymose sur l'épaule de l'islam. Ça a toujours été le cas, ça sera toujours le cas. Cette organisation n'a pas d'autre sens, d'autre mission que celle-là. Est-ce que ça veut dire, Alain, qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé si on dit Israël doit revoir sa politique, Israël a d'une certaine manière poussé à bout ce peuple palestinien par la colonisation? Écoutez, je vais être très clair. Netanyahou est un dirigeant catastrophique. Sa réforme judiciaire visait à laisser les coudées franches aux colons de Cisjordanie et aussi à permettre l'exemption, que soient exemptés du service militaire les ultra-orthodoxes. Des gens en Israël, les forces vives du pays même, que je soutiens inconditionnellement, ont manifesté semaine après semaine contre ce projet. Netanyahou a fait entrer dans son gouvernement des fondamentalistes obtus qui prennent la Bible pour un cadastre. Mais, Israël n'a pas été frappé pour ce que Netanyahou a fait de mal. Israël a été puni pour la seule chose qu'il ait faite de bien,
c'est-à-dire les accords d'Abraham et le projet de normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. L'attaque du djihad, l'attaque du Hamas s'inscrit dans l'agenda d'un djihad mondial et cette attaque a été commanditée par l'Iran qui ne supportait pas la perspective, effectivement, d'un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. Alors il ne faut pas, dans ce cas-là, tout confondre, ni reporter la responsabilité des attaques sur Israël. Est-ce que, j'imagine que vous avez suivi la discussion qu'on avait à l'instant. Plus ou moins. Est-ce que pour vous, il faut soutenir Israël dans ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire le siège, les bombardements massifs et l'opération terrestre? Écoutez, Il faut se dire que ça ne sera pas une solution. On a vu qu'une partie de la presse israélienne s'interrogeait ce matin et qu'il faut négocier avec le Hamas, même indirectement. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. La seule solution, pour qu'il y ait un jour une solution, c'est la défaite du Hamas et sa mise définitive hors d'état de nuire. Le Hamas fait régner la terreur sur les Gazaouis. Il a sacrifié le bien-être de ses administrés à la poursuite implacable et du djihad, c'est-à-dire du massacre indiscriminé sous l'autorité d'Allah le Miséricordieux. Et la seule chance pour qu'une paix renaisse ou pour qu'un processus de paix, que des négociations renaissent, c'est effectivement que l'islam radical soit mis en déroute. Sinon, il n'y a aucune chance. Et aujourd'hui... Et comment ? Par une défaite. Militaire. Oui, évidemment, d'abord. Mais une défaite totale. Il faut quand même dire les choses. Comment voulez-vous que les Israéliens, même de gauche, même qui manifestaient, puissent aujourd'hui envisager de donner un État aux Palestiniens en Cisjordanie, ce qui les mettrait forcément tout de suite à portée de missiles et de pogroms. Il faut quand même savoir qu'il y a eu des manifestations de joie. Mais le Hamas n'est pas... Le Hamas est majoritaire en Cisjordanie. Et il y a eu des manifestations de joie à Jenin et en Cisjordanie pour célébrer l'exploit des pogromistes. Donc tout cela, les Israéliens le voient bien. Détruire le Hamas militairement, est-ce que l'histoire récente, comme le dit Agnès Levallois, ne nous indique pas que... Écoutez, on n'y arrive pas. On arrivait à en finir avec Daesh. J'avais discuté un jour avec François Burga, un islamologue très engagé, et il m'avait dit, il faut parler au Hamas parce que derrière le Hamas, il y a bien pire, il y a Daesh. Or, on l'a vu, le Hamas, c'est Daesh. Il n'y a plus aucune différence entre le Hamas et Daesh. Les égorgements, les décapitations, toutes ces choses horribles, c'est du Daesh pur. Donc, on a réussi à détruire Daesh. Je pense que même pour les Palestiniens, c'est le seul espoir, si vous voulez. Mais je pense aussi que, comme l'a dit Abba Eban, les Palestiniens ne manquent pas une occasion de manquer une occasion. Il y a eu des manifestations en Israël qui ont divisé, fracturé le pays. Sur cette question de la réforme de la justice. Les Palestiniens ont dit tout de suite, de tous les côtés, c'est une division qui affaiblit Israël et tant mieux. Au lieu d'une manière ou d'une autre d'essayer d'établir un lien avec les manifestants. Et il y a eu même pire. Un homme qui a été arrêté par un policier et neutralisé par un policier était à Tel Aviv, il venait de Jenin, il voulait faire un carnage parmi les manifestants. Et qui a été attaqué par les terroristes? C'est des habitants de kibbutz. Et kibbutz, c'est vraiment... Israël socialiste. Dans les kibbutz, c'est pas Itamar Ben-Gvir ou Smotrich, c'est tout le contraire. C'est tout ce qui pourrait justement, disons, incarner la paix avec Israël. Il faudrait un réveil des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes pour sortir de ce statu quo mortifère. Bon. Alors, on va parler de la situation en France dans un instant, oui, je veux vous entendre là-dessus. Mais simplement,
arriver à détruire le Hamas militairement? On revient d'une certaine manière à ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une guerre idéologique. C'est une guerre idéologique, comme la guerre de Daesh était une guerre idéologique, comme la guerre contre les nazis était une guerre idéologique. En 1945, on est arrivé à détruire la machine de guerre allemande. On a laissé l'Allemagne dans un très piteux état, avec énormément de civils qui ont été abîmés en cours de route, dans le cas des dégâts collatéraux qu'on a évoqués. Et on a eu l'intelligence de lancer des programmes de dénazification dans la foulée. On a fait la réconciliation franco-allemande, on a fait tout ça, mais on n'a évidemment pas fait une négociation avec les successeurs des nazis après qu'ils aient été virés de la chancellerie. Donc vous pensez, François, que ce qui a été possible en Allemagne en 1945 serait possible aujourd'hui avec le Hamas? Absolument, que le but d'une opération militaire doit être militairement de démanteler l'infrastructure et l'organisation du Hamas, mais que le but politique doit être de trouver le moyen d'une expression politique libre. Et vous, Michel à Gaza. Et vous, Michel? Alors, militairement, oui, c'est possible de détruire toute cette infrastructure, ce sanctuaire du Hamas à Gaza, de la même façon que l'OLP avait été, le sanctuaire de l'OLP au sud du Liban avait été détruit, de la même façon que le califat de l'État islamique a été détruit, de la même façon qu'on avait détruit les bases des groupes djihadistes dans le nord du Mali. Oui, ça, on peut le faire. Et du coup, ça a aussi, généralement, pour effet de réduire quand même considérablement la menace. En revanche, ça n'a pas empêché aucune de toutes ces organisations de continuer à survivre clandestinement ou ailleurs, et puis éventuellement de revenir sur le devant de la scène. Donc oui, moi je pense qu'on va dans ce sens, mais détruire au sens complètement le Hamas, ça me paraît pour l'instant très difficile. Agnès Levallois? Moi, je ne pense pas qu'avec ces bombardements, on arrivera à détruire le Hamas. De toute façon, avec des bombardements, ce n'est pas les bombardements, on parle de l'invasion. Invasion ne permettrait pas de complètement détruire, et que ce qu'on peut encore récupérer, c'est une radicalisation encore plus grande et d'attirer des jeunes Palestiniens de Gaza qui aujourd'hui ne sont pas dans cette logique, et du coup de les radicaliser. Ce que je trouve de très dangereux dans cette stratégie, c'est ça. Parce qu'au fond, vous dites que c'est une guerre idéologique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce qu'a récupéré le Hamas, parce qu'il a profité de l'affaiblissement de l'autorité palestinienne, c'est d'avancer la cause palestinienne. Alors, le drame de cette affaire, c'est que ça dessert évidemment complètement les Palestiniens. Parce qu'Alain Finkielkraut, il dit, c'est pas le conflit israélo-palestinien, c'est le conflit. Il faut arrêter. C'est le djihadisme mondial. Il faut arrêter de se tromper. C'est la question palestinienne. Alors, on l'habille en disant que c'est une question idéologique, c'est islamiste, mais ça, je suis vraiment, mais foncièrement en désaccord avec cette analyse. Le Hamas se nourrit de cette revendication de nationaliste palestinienne qui a été complètement mise de côté, qu'on a voulu oublier. On a voulu considérer que cette question n'existait plus et que la revendication n'existait plus, et ça a été complètement revient à la figure. Et ça a été entériné par les fameux accords de normalisation qui se sont faits comme on le sait, et évidemment que le Hamas profite de cette normalisation qui était envisagée avec l'Arabie Saoudite, mais c'est la revendication palestinienne qui est au cœur de cela. Bon. Le drame, et j'insiste, c'est que ça dessert complètement les Palestiniens, évidemment, parce que ce massacre est inacceptable. Sylvie? Dans un monde idéal, on écrase la direction du Hamas, on les aplatit, on les fait disparaître, on les démantèle, et après on fait éclore dans une société civile palestinienne, je ne sais pas comment on l'a fait naître tout d'un coup, où c'est organisé, et on discute avec des gens légitimement élus. Vous ne croyez pas au monde idéal? J'aimerais. Moi non plus. Alain, donc justement, radicalisation, encore un pas dans la radicalisation. Non. Si on le premier ennemi de la cause palestinienne, c'est le Hamas. On dit que les Israéliens ont presque fabriqué le Hamas pour ses propres intérêts. C'est l'inverse qui est vrai. Après la mort de Rabin, Shimon Peres devait évidemment gagner les élections. Ont eu lieu alors... Je rappelle que Rabin, c'était l'artisan des accords des processus d'Oslo, à l'époque, tué par un fanatique israélien, dont on peut dire que Ben Gvir et Smotrich, au gouvernement d'Israël, sont les héritiers. Donc, mais que s'est-il passé alors? Peres ne pouvait pas perdre. Après, eh bien, le Hamas s'est arrangé
pour qu'il perde, puisqu'il y a eu une campagne d'attentats suicides dans les autobus à Tel Aviv et à Jérusalem. Ça a mis Netanyahou au pouvoir. 2005, Sharon se retire de Gaza. Il démantèle des implantations. C'est quand même un geste très fort. Il n'y a plus d'implantation. Eh bien, que fait le Hamas? D'abord, il renverse l'autorité palestinienne et il met Gaza au service du djihad. J'ai une amie israélienne qui m'a dit, très justement, ils auraient pu faire de Gaza un petit Singapour. Ils ont appauvri Gaza. C'est le mouvement terroriste, c'est l'un des mouvements terroristes les plus riches du monde. Ils ont énormément d'argent. Cet argent n'est pas pour les Gazaouis, il est pour les armes. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc c'est dans un monde idéal qu'on peut imaginer des négociations avec le Hamas. Ce n'est tout simplement pas possible. Ce n'est pas sa volonté. Cela ne le sera jamais. Je voulais vous entendre, Alain, sur la situation française, rapidement, parce qu'il y a deux façons de la considérer. On va regarder quelques images de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal, qui étaient ensemble en déplacement dans une école juive à Sarcelles, pour faire le point, d'une certaine manière, sur le dispositif de sécurité pour protéger les écoles. 500 lieux, protégés par 10 000 policiers. Gérald Darmanin a annoncé qu'il y avait eu 20 interpellations en France pour des actes antisémites depuis samedi, donc depuis cette attaque du Hamas. Il y a deux façons de considérer les choses. Mais simplement, est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, compte tenu du fait que la France accueille la première communauté musulmane d'Europe, se dire que depuis samedi, il n'y a eu aucun incident notable. Il y a eu des petits incidents. Et donc finalement, que ceux qui annoncent le pire dans la confrontation entre les communautés, est-ce que ça n'est pas démenti par la réalité? La France, peut-être, ne va pas si mal que ça. Elle résiste à, selon l'expression consacrée, l'importation du conflit sur son territoire. Dieu vous entende. Effectivement, le pire n'est pas toujours sûr. Mais je voudrais vous livrer une petite anecdote qui est relatée par Gilles Kepel dans son dernier livre « Prophète en son pays ». Après ce qu'on appelait le gazage de la mosquée Bilal en 2005, vous savez, les émeutes qui étaient circonscrites à Clichy se sont propagées un peu partout. Et Gilles Kepel s'est entretenu avec l'un des leaders de ces émeutes. Et celui-ci a évoqué les hélicoptères qui éclairaient de leurs phares les nuits suivantes la mosquée et ses environs. Et il a dit, on s'est dit qu'on comprenait mieux maintenant ce que souffraient nos frères palestiniens face à la répression israélienne. Donc il y a une identification très forte dans les quartiers qu'on appelle populaires avec les Palestiniens. Un certain nombre de manifestations pro-palestiniennes ont été interdites. C'était des manifestations de soutien aux pogromistes. Que va-t-il se passer? Alain, pardonnez-moi sur ce sujet. Je voudrais qu'on voit quelques images de la manifestation d'hier qui a eu lieu en faveur, effectivement, du Hamas, du soutien au Hamas. Il y en avait une à Lyon lundi dernier, 150 personnes. Hier à Marseille, 200 personnes. Enfin, espérons. Je ne dis pas que c'est rien. Non. Mais c'est vraiment pas des manifestations de masse. C'est pas grand-chose, vous avez raison. On peut s'en féliciter, mais que va-t-il se passer demain, quand le siège commencera de faire ses effets, quand il y aura cette offensive terrestre et ces victimes inévitables? D'abord, les islamo-gauchistes, aujourd'hui réduits au silence, vont évidemment reprendre du poil de la bête. Des manifestations beaucoup plus fournies vont avoir lieu, et peut-être des agressions contre les magasins, contre les synagogues. Ce n'est pas sûr, je suis d'accord avec vous, mais j'espère simplement que l'esprit et la partie du pogrom ne gagnent pas aussi notre continent. Merci beaucoup Alain Finkielkraut. Le pire n'est jamais sûr. Le pire n'est jamais sûr. Merci beaucoup. Mais le pire n'est jamais sûr, mais il y a des gens qui jouent sur le pire aussi. C'est malheureusement la France insoumise. On en reparlera dans quelques instants. Bon, dommage pour moi. Avec Ruth Elkrief.
Merci beaucoup Alain Finkielkraut. C'était un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup.